Je suis de l'avis qu'une série de conférences comme celle-ci devrait être une sorte de conversation entre les orateurs. Et c'est dans cet esprit que je voudrais dire combien j'ai apprécié l'intervention de mon prédécesseur, Diana Johnston, qui est, et ce n'a pas été dit, l'auteur de ce qui est pour moi le meilleur ouvrage, et de loin, sur l'effondrement de la Yougoslavie. C'est donc un plaisir, un honneur, mais aussi un défi, parce que j'ai trouvé personnellement que ces réflexions, les réflexions de vous, chère Diana, sur l'européisme sont extrêmement profondes et je les apprécie beaucoup. Je suis très d'accord avec vous sur le silence révulsant de la gauche aujourd'hui face à cette guerre en Libye. Nous avons assisté, n'est-ce pas, depuis la guerre en Irak en 2003, à une réaction quand même très forte contre cette guerre-là, une réaction qui d'ailleurs continue beaucoup dans mon propre pays, où, comme vous le savez, le Premier ministre Tony Blair est toujours l'objet d'anathèmes, à juste titre, pour les mensonges qu'il a racontés pour justifier cette guerre. Et pourtant, nous constatons en même temps un silence total vis-à-vis d'une guerre qui ressemble à celle de l'Irak comme deux gouttes d'eau. Donc je suis mille fois d'accord avec vous sur ce point, et d'ailleurs sur la presque totalité de votre discours. Mais vous me posez évidemment un défi, puisque à côté de vous et après vous, mes réflexions vont paraître bien modestes. Je voudrais m'adresser en effet à la question du rapport entre la politique étrangère américaine et la justice pénale internationale. Nous avons été convoqués ici, n'est-ce pas, pour parler de la politique étrangère américaine. Je ne suis pas sûr que toutes les interventions aient porté sur ce sujet, mais moi je voudrais en parler je pense que dans ce genre de contexte, il est souvent utile si l'orateur dit d'emblée quelle est sa pensée pour ensuite développer son argument. Je vais donc vous dire quelle est ma pensée et puis je vais vous expliquer comment j'y arrive. Ma pensée, elle est très simple en fait. C'est pour cela que je m'excuse devant Diana. Je pense tout simplement que la justice pénale internationale n'est qu'un simple instrument dans les mains de la politique étrangère américaine et occidentale en général. Et je le dis avec d'autant plus de véhémence qu'il y a un malentendu, hélas très répandu, selon lequel la justice pénale internationale serait une sorte de contrepoids à cette politique américaine ou occidentale en général. Ce malentendu a une cause assez simple à identifier. C'est la non-signature par les États-Unis du statut de Rome qui a créé, comme vous le savez, la Cour pénale internationale, qui a commencé ses fonctions en 2001. Mais je pense que cette non-signature, ou plutôt le fait que George Bush a retiré la signature qui avait été apposée auparavant par Bill Clinton sur ce statut, je crois que c'est un leurre de croire que cette non-signature ou le fait d'avoir retiré la signature prouve que la justice pénale internationale serait en quelque sorte autre chose que la politique américaine ou occidentale. Au contraire, je pense que les deux vont ensemble. Et c'est dans cet esprit que j'exprime mes vifs remerciements, ironiquement, vous l'avez compris, au procureur de la Cour pénale internationale qui, ce lundi même, a confirmé ce que j'avais prédit d'ailleurs depuis le mois de février, je crois, ou au moins depuis le mois de mars, qu'il entend inculper les dirigeants libyens, notamment le colonel Kadhafi, son fils et un troisième dirigeant. Cette inculpation en pleine guerre, en pleine campagne de bombardement par l'OTAN de la Libye, rappelle bien évidemment l'inculpation par le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, annoncée en pleine guerre, elle aussi, le 24 mai 1999. Cette accusation, elle souligne également à quel point non seulement la politique étrangère américaine et occidentale va de pair avec la justice pénale internationale, mais à quel point leurs buts sont identiques.
je souligne bien identique, car, et cela a été dit par Diana, mais c'est une évidence, je crois, le but politique en Libye de l'Occident, donc de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis, avec quelques autres pays européens, c'est bien évidemment le renversement de régime, le changement de régime en Libye. Nous le savons, pourquoi? Parce que la veille, le lendemain du début de la campagne de bombardement, le ministre de la Défense britannique a dit que le colonel Kadhafi était une cible légitime. Et les dirigeants britanniques n'ont cessé de répéter cela depuis que les bombes ont commencé à tomber. Eh bien, cela prouve que cette politique, cette guerre en Libye a évidemment pour but le renversement de régime, qui est précisément aussi le but du procureur de la Cour pénale internationale, car il est bien évident que si vous inculpez un chef d'État de crimes contre l'humanité perpétrés contre son propre peuple, vous lui enlevez son droit d'être le chef d'État ou d'en être le dirigeant. Donc il y a une identité totale et au plus profond degré entre la politique du procureur et la politique américano-européenne. Il y a également d'autres cohérences qui sont soulignées, je crois, par cette inculpation. Et je voudrais m'attarder sur ces deux autres cohérences. Il y a, je crois, j'en suis persuadé, une très grande cohérence entre la droite et la gauche aux États-Unis en matière de politique étrangère. Je dis droite et gauche, les termes ne sont pas employés très souvent et pour cause. Je parle bien évidemment des démocrates et des républicains. Mais je constate une cohérence, une continuité presque absolue en termes de, non seulement bien sûr en termes de politique étrangère, mais en particulier en termes de l'idéologie de cette politique étrangère. Et par idéologie, j'entends le concept de supranationalisme, c'est-à-dire mon affirmation est la suivante, c'est que à droite comme à gauche aux États-Unis et en Europe, bien évidemment, il y a un attachement aux principes de supranationalisme qui sont bien évidemment à la base de cette Cour pénale internationale. Je veux dire par là que les deux partis politiques, les deux camps, si vous voulez, aux États-Unis, partagent exactement la même vision que l'on peut qualifier de supranationale, dont se sert le procureur et la Cour pénale en général pour justifier ces inculpations. Supranational, pourquoi? Parce que si, contrairement aux autres tribunaux pénaux internationaux ad hoc qui ont été créés de façon illégale d'ailleurs, mais par oukase du Conseil de sécurité des Nations Unies, le statut de Rome qui instaure la Cour pénale internationale est un traité qui a été ouvert pour la signature par les États, qui pouvaient, en le signant, librement consentir à transférer une partie de leurs compétences souveraines à cette nouvelle institution, qui est un acte parfaitement légitime en droit international. En revanche, ce qui est totalement illégitime en droit international, c'est bien évidemment le fait d'inculper un ressortissant d'un pays qui n'a pas signé ce traité, en l'occurrence le colonel Kadhafi, qui non seulement est un ressortissant libyen, mais il en est même le chef. Idem d'ailleurs pour le Soudan, dont le président a été inculpé en mars 2009 par la même Cour pénale internationale et en violant de la même manière les principes les plus fondamentaux du droit international, car le Soudan, comme la Libye, n'est pas un État parti au statut de Rome. Il y a donc une cohérence totale entre les deux camps en matière de politique étrangère et plus particulièrement en ce qui concerne le supranationalisme, mais il y a bien évidemment aussi une cohérence, je dirais à peu près totale, également entre les politiques étrangères américaines et européennes. Nous le voyons bien évidemment, surtout dans le cas de la Libye, mais il y a également, je crois, un petit malentendu sur d'éventuelles divergences entre l'Europe et les États-Unis, qui, à mon sens, ne représentent strictement rien. Ce malentendu dont j'ai parlé et que je voudrais, auquel je m'oppose, selon lequel il y a une différence entre la politique américaine et la justice pénale internationale,
vient, je l'ai dit, du fait que les États-Unis n'ont pas signé le statut de Rome, mais ce fait de ne pas l'avoir signé ne dit strictement rien sur la politique américaine, car si un grand nombre d'États ont en effet signé le statut de Rome, ces États, qui sont une centaine maintenant, ne représentent que 27% de la population de la planète. Si vous regardez la liste des États signataires, vous verrez beaucoup de micro-États il y en a aussi de vrais États, bien évidemment, mais le chiffre d'une centaine d'États qui ont signé ce traité occulte le fait que les plus grands États, dont bien sûr les États-Unis, mais dont également la Chine, l'Inde et d'autres encore, n'ont pas signé non plus. Donc le fait que les États-Unis n'aient pas signé le statut de Rome ne dit presque rien sur la politique des États-Unis en tant que telle. Les Américains sont attaqués pour le fait de ne pas avoir signé ce traité, car tout le monde comprend qu'ils sont plus ou moins pour la justice internationale quand elle s'applique à d'autres pays, et on dénonce à juste titre leur hypocrisie. Mais cette dénonciation, qui sont bien fondées, est également hypocrite, car le même principe de deux poids, deux mesures existe également chez les Britanniques et chez les Français. Quand le projet était lancé, proposer cette cour, le ministre des Affaires étrangères britannique, Robin Cook, a déclaré, outragé, quand on lui a demandé si on ne courait pas de risque de faire inculper des dirigeants britanniques par cette cour, il a dit, je cite, « Mais cette cour, qu'est-ce que vous imaginez? Cette cour n'a pas été créée pour inculper des chefs, des premiers ministres britanniques ou des présidents américains. » Il l'a dit. C'est une citation exacte. Donc les Britanniques qui ont beaucoup poussé cette cour l'ont fait très explicitement avec l'idée qu'elle n'inculperait d'autres pays. La France, pour sa part, a, comme le Royaume-Uni, adhéré au statut de Rome, mais en se donnant un droit de réserve selon la charte, selon le statut de Rome, qui, dont tous les États signataires peuvent jouir, qui empêche à ce qu'un ressortissant français soit inculpé par la Cour. Donc la France, qui est un pays signataire, un État partie, refuse formellement, le Royaume-Uni informellement, la France refuse formellement que la Cour puisse inculper un ressortissant français. Et je voudrais attirer votre attention donc pour résumer ces cohérences, sur un article dans la résolution 1970 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution, je n'ai pas la date sous les yeux, mais la date de mars, du mois de mars, qui a saisi le procureur de la Cour pénale internationale de la situation en Libye. C'est l'instrument qui a permis au procureur, tout comme pour le Soudan, d'inculper un chef d'État libyen. Je reviendrai tout à l'heure sur ce concept de saisir le procureur par le Conseil de sécurité. Mais je vais vous citer ce paragraphe parce que vous allez comprendre à quel point le droit international est bafoué dans ses principes même par cette Cour et par la politique américaine. Dans la résolution qui a saisi le procureur de la situation en Libye, le Conseil de sécurité décide, je cite, que les ressortissants responsables ou personnels en activité ou anciens responsables ou personnels d'un État autre que la Jamhariya arabe libyenne, qui n'est pas partie au statut de Rome, de la Cour pénale internationale, sont soumis à la compétence exclusive du dit État pour toute allégation d'acte ou d'omission découlant des opérations en Jamhariya arabe libyenne établies ou autorisées par le Conseil. Je ne sais pas si ce texte est clair, je m'excuse, mais il n'est pas de moi. Je vais expliciter ce que dit ce texte. Je répète, c'est la résolution 1970. Le Conseil de sécurité, en votant cette résolution qui a saisi
le procureur de la situation en Libye, a explicitement dit que cette même Cour ne peut pas inculper un Américain pour ce qui se passe en Libye. Autrement dit, cette résolution, qui bien évidemment est votée sous la présidence d'un président démocrate, reprend exactement les termes que Bush, à la rigueur plus honnête, a utilisés quand il a retiré sa signature. Il n'y a pas un mouchoir entre la politique d'Obama ou de Bush en ce qui concerne la politique internationale, la politique pénale internationale. Au contraire, les deux présidents ont adopté exactement la même politique, à savoir que la justice pénale internationale, c'est pour les autres. Alors je crois qu'il est utile de jeter un bref regard sur les prises de position politiques qui ont été faites par les différents tribunaux en existence et pour simplement rappeler cette parfaite cohérence dont j'ai parlé entre les politiques d'inculpation des différents tribunaux et celles des États-Unis. Pour la Yougoslavie, c'est assez évident. En gros, les Serbes étaient désignés comme les ennemis dans les guerres de Yougoslavie. Eh bien, c'était le président serbe, le président yougoslave, qui a été inculpé en 2001. En 2001, j'attire sur votre attention tout particulièrement sur le fait que Milosevic a été transféré à La Haye sous la présidence de George Bush et suite à une demande de l'administration Bush faite à Belgrade de le livrer. C'est-à-dire que, encore une fois, nous voyons très clairement que les républicains comme les démocrates exigent l'application du droit pénal international aux autres. Idem pour le Rwanda, où le renversement du régime Hutu au Rwanda faisait partie, on le sait, d'un programme, d'un projet géopolitique plus ou moins avoué, enfin assez avoué ouvertement, de reconquête de territoires plutôt francophones en Afrique par les Américains. La diabolisation d'un côté dans le triste conflit rwandais, du côté bien sûr Hutu, reprend très exactement la politique d'inculpation du tribunal pour le Rwanda, qui, comme vous le savez, à cette date, n'a inculpé aucun membre du Front patriotique rwandais, c'est-à-dire aucun Tutsi, et qui n'a donc inculpé que les Hutus, quoique on sait parfaitement que des atrocités ont été commises des deux côtés. Idem pour Sierra Leone et Libéria. L'ancien chef d'État de Libéria est actuellement en prison à La Haye. Comme par hasard, les États-Unis ont occupé le Libéria, comme le Royaume-Uni a occupé le Sierra Leone suite à la guerre civile. Le Soudan, en 2009, le procureur a inculpé le président Bachir en mars 2009, faisant de l'office du bureau du procureur la seule institution au monde, à part le Congrès des États-Unis, qui qualifie les événements au Darfour comme génocide. Il n'y a que deux institutions au monde qui formellement qualifient les événements au Darfour comme génocide. Le procureur à La Haye, donc de la Cour pénale internationale à laquelle les États-Unis n'ont jamais adhéré, et le Congrès américain. Et je dirais même, la même chose est même vraie pour l'Irak. Tout le monde sait que la guerre en Irak n'a pas été ratifiée par le Conseil de sécurité des États-Unis, mais cela cache, un peu comme la non-signature du statut de Rome, le fait que fondamentalement, la philosophie supranationale était la même. Si vous lisez le discours de Bush le 17 mars 2003, discours donc où il pose un ultimatum à Saddam Hussein, si vous voulez, c'est la déclaration de guerre, dans ce discours, comme d'ailleurs dans beaucoup de ces discours et dans toute la propagande qui a abouti à cette guerre, Bush reproche à l'Irak d'avoir violé les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire que malgré toute la propagande sur la guerre contre la terreur, qui a constitué bien évidemment une partie de la propagande pour la guerre en Irak, l'argument clé, en quelque sorte, était un argument purement supranationaliste. On attaquait l'Irak parce que l'Irak aurait violé des résolutions de l'ONU. On attaque, à juste titre, Tony Blair pour avoir menti sur les armements de destruction massive, mais ces armements étaient une partie intégrante de l'argument de George Bush également. Donc on ne peut pas faire abstraction de ce supranationalisme dans les
chez les Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains. Et c'est à ce titre que je voudrais conclure en disant que si l'universalisme, ou si vous voulez le supranationalisme, ou pour reprendre les termes de Diana tout à l'heure, ce moralisme à outrance, qui est en effet la caractéristique, je crois, définitive maintenant de la politique étrangère des Occidentaux, si cet universalisme trouve, à mon sens, mais c'est peut-être un point contestable, ses origines à gauche, de façon générale, historique, il a été très fortement soutenu également par la droite, par les républicains et notamment par Bush. Il suffit de lire par exemple le nouveau concept, je crois que ça s'appelle le nouveau concept stratégique américain de septembre 2002. C'est un des nombreux documents dans lequel Bush a expliqué que les valeurs américaines, les valeurs que défendent les États-Unis, sont des valeurs universelles. C'était un point absolument clé de la politique, de l'idéologie néoconservatrice, que de dire que les valeurs qu'il s'agissait de défendre étaient bien évidemment des valeurs américaines, mais qu'elles sont surtout des valeurs universelles, que les Américains, bien sûr, ont le droit d'appliquer selon leur jugement. Donc je conclus en disant que lorsqu'il s'agit de revenir en arrière, c'est-à-dire de rétablir les principes de droit classique international qui ont été tellement bafoués à la fois par la création de ces tribunaux internationaux que par cet universalisme euro-américain, il me semble absolument essentiel de se rappeler deux choses concernant la souveraineté. Enfin, trois choses. Premièrement, que la souveraineté nationale, que vous soyez pour ou contre, reste dans les textes le principe fondamental du droit du système international tel qu'il a été réformulé en 1945 dans la Charte des Nations Unies. Si vous êtes contre, d'accord. Proposez un nouveau traité pour remplacer la Charte des Nations Unies et voyez combien d'États vont le signer. Sinon, vous êtes obligé de reconnaître que cette charte est toujours en vigueur et que légalement, la souveraineté des États reste la base fondamentale du système international. Deuxièmement, la souveraineté nationale est une fatalité. Vous ne pouvez jamais échapper à la logique de la souveraineté. Le discours de ces tribunaux qui veut, je cite, mettre fin à l'impunité. On ne peut jamais mettre fin à l'impunité, car qui punit par exemple les chefs d'État jouit lui-même d'une impunité, d'une immunité judiciaire. Il suffit de lire le statut de Rome pour voir que les juges et le procureur jouissent formellement d'une immunité judiciaire. Donc c'est dans la logique de tout ordre politique qu'il y a au sommet de cet ordre systématiquement et inévitablement une immunité. Donc qui parle de mettre fin à l'immunité ou l'impunité, les deux termes sont délibérément confondus, ment. C'est un simple mensonge. Il s'agit simplement de déplacer l'immunité ou l'impunité d'une échelle à une autre. Et troisième point, mais c'est un point personnel et je vous l'offre comme mon opinion personnelle, je pense que la souveraineté nationale, elle est non seulement légale, non seulement inévitable, mais elle est aussi souhaitable. Elle est souhaitable parce que, comme base du droit international, puisqu'elle correspond à des réalités. Bien sûr, le monde est très varié, les frontières peuvent être contestées, elles l'ont toujours été, mais grosso modo, le concept d'une communauté politique qui s'appelle un État est un concept très ancien, qui représente une réalité et qui devrait être respecté pour beaucoup de raisons, non seulement pour des raisons de droit international, mais également pour le bon déroulement de la politique intérieure. Merci beaucoup.